Kapka Manuela, excusée. Madame Dutil Nora, procuration à Monsieur Lallard Alain. Monsieur Pouillet Jean-Yves. Présent. Monsieur Omnet Jean-Michel, procuration à Monsieur Pouillet Jean-Yves. Monsieur Arangois Nicolas. Présent. Monsieur Colombier Jean-René. Présent. Madame Mainvielle Marie-Ange. Présent. Monsieur Salier Eric. Présent. Madame Duplat Jacob, procuration à Madame Mainvielle Marie-Ange. Monsieur Derrigra Anthony. Il va arriver. Il doit arriver, il a envoyé une procuration normalement. Il est bloqué Ah, dans non. l'arrêt. En fait, on ne sait pas combien de temps. En fait. Donc, On ne sait pas combien de temps. Il a envoyé à qui la procuration? Madame Borette dans l'après-midi. Ah ouais, mais elle n'est pas là. Oui, mais on l'a, tu l'as. On l'a la procuration. Ah, tu l'as? On l'a envoyé. Tu l'as? Ouais. Envoie-me-la, tu me l'envoies s'il te plaît. Ok, donc Anthony, procuration. Bon, Est-ce qu'on peut attendre 20 minutes quand même et après. oui, excusez-moi, j'ai la sous-traitante qui. Excusez-moi. Donc, procuration, alors, à Monsieur Sainte-Cloud-Laurent. Présent. Monsieur Domer Frédéric. Présent. Et Monsieur Bénégui Nicolas. Présent. Parfait. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, je vous propose, comme secrétaire de séance, bon, quelqu'un qui a l'habitude, Karine Sariquet, qui est contre, qui s'abstient. Eh bien, merci. Tu l'éteins, s'il te plaît. Oui, oui, monsieur. Premier point, procès verbal de la séance précédente. Donc, on a reçu un commentaire de M. Bénégui. Donc, je vais le lire. J'ai quelques précisions à apporter pour compléter le point 0, procès verbal de la séance précédente. Après l'alinéa, M. le maire regrette que M. Bénégui Nicolas n'ait pas posé cette question avec le conseil municipal de ce jour. Il a ajouté, je ne sais pas, donc c'est moi, en gros, je ne sais pas quoi vous répondre, ça a été voté en l'état. Madame Borette à l'avance que le délai de recours de 2 mois est dépassé. Monsieur le maire précise, on va se renseigner auprès de la préfecture. Je souhaiterais que ces précisions soient rajoutées et connaître le retour de la préfecture à ce sujet. Donc on va rajouter vos réflexions, monsieur Bénégui. Et madame Borette a demandé les renseignements auprès de la préfecture et à ce jour, nous n'avons pas de réponse. Voilà. Bon, elle est absente depuis, heureusement, lundi, donc on n'a pas de nouvelles depuis. Voilà. Donc on va le mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, merci. Point numéro 1. Information sur le montant annuel des indemnités qui sont versées aux élus au cours de l'exercice 2024. Madame Christine Angot. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle qu'il doit être établi chaque année un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros et en brut, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat et de toute fonction exercée en son sein, et au sein de tout syndicat mixte ou au sein de toute société d'économie mixte ou société publique locale ou filiale d'une de ces sociétés. Article L.2123-24-1-1 du Code général des collectivités territoriales. Monsieur le maire invite l'Assemblée à prendre connaissance de cet état et prendre acte. Vous avez tous les montants indiqués dans le tableau. Donc il n'y a pas de vote, c'est une information. On est tenu d'annoncer toutes les indemnités qui sont versées à chacun des élus suivant le poste qu'ils occupent, que ce soit un conseiller municipal, vice-président de communauté des communes, maire ou vice-président du SIAP et conseillère départementale. Voilà. Point numéro 2, taux des impôts locaux 2025, M. Pouillès. Merci, monsieur le maire. Dans le cadre du budget primitif de la commune, le conseil municipal doit se prononcer sur les taux d'imposition des taxes foncières bâties, taxes foncières non bâties et taxes d'habitation sur les résidences secondaires. Comme annoncé dans les orientations budgétaires, monsieur le maire propose de maintenir les taux d'imposition de l'année dernière pour 2025
Vous avez les taxes dans le tableau ci-joint. Monsieur le maire sollicite l'avis du conseil municipal. Y a-t-il des questions? Simplement, donc, lors de la campagne de 2020, j'avais proposé de ne pas augmenter les impôts pendant toute la durée du mandat. C'est ce que l'on fait sans aucun souci, puisqu'on a des finances qui sont saines. Et il y a suffisamment de hausse d'impôts partout. Si on peut s'exonérer de cela, la commune le fait. Donc, voilà. Bon, c'est le vote. Qui est contre? Monsieur Benegui. Un contre, monsieur. Ok. Qui s'abstient? Merci. Merci. Point suivant. Donc, attribution des subventions aux associations. Donc, vous avez reçu le détail. Je voudrais juste faire des commentaires avant que vous me posiez des questions éventuellement. Donc, je vais vous lister quand même les associations qui ont demandé la même subvention que l'année 2024 sans augmentation. Donc, c'est l'Amicale des sapeurs-pompiers, l'Association François Truffaut du cinéma, le Comité des fêtes, Anaban, la FNACA, Festiclap, l'Orphéon, Rolé Rétro, Salis à Peindre, les Aiglons, les Amis de l'école publique, EIMA, Entraide à 64, la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, l'Oumercat, les Amis de la Strille, Salis en transition, Totsamas, Cap Sud, Caresse Salis Football Club, les Archers du Sanglier, les Cartes Salisiennes, les Jeunes Saint-Martin, le Stade Salisien Pelote, le Stade Salisien Tennis, le tennis de table. Ensuite, il y a des associations qui ont demandé des subventions, mais à la baisse par rapport à 2024. Donc, c'est des associations qui ont des bénéfices conséquents, donc ils ont estimé pouvoir baisser la demande de subvention. C'est l'Archéo des Deux-Gaves, l'Harmonie de Salis, les Amis du Vieux-Salis, Pixel, l'association Le Vrac, l'ASS Basket, l'association sportive de Bellevue et la pétanque salisienne. C'est qu'il y avait des bénéfices ou alors qu'il y avait des demandes exceptionnelles Voilà. l'année dernière. Tout à fait, ou demandes exceptionnelles, pardon. Et on en a deux qui avaient demandé l'année dernière et qui n'ont pas demandé cette année, eux, par rapport à des résultats. C'est les deux, c'est les métiers d'antan et Cœur de Sel. Donc je tenais à féliciter, à remercier ces associations qui ont compris le principe d'une demande de subvention. Qu'est-ce que c'est? C'est pas parce qu'on fait partie d'une association qu'on doit demander systématiquement une subvention. Donc c'est dans la gestion, la mairie est là pour les aider. Donc ça va dans le bon sens, ils ont compris. Et moi je tenais à les féliciter et à les remercier. Voilà. Donc si vous avez des questions, après sur certaines, il n'y a pas de problème, on peut répondre. Autrement, on va passer au vote s'il n'y a pas de questions. Oui, pardon. Ah ben. Ça concerne le. Alors j'ai vu que l'association des commerçants avait demandé la même demande de subvention que sur l'année 2020. Non, un peu moins. Ils ont demandé 26 380 euros. Alors on avait eu un débat l'année dernière sur ce sujet-là. Ouais. Par rapport à des contacts qui devaient être pris, est-ce qu'il y a eu des discussions suite à durant l'année avec les membres du bureau? Alors pour être honnête, personne. Là, lors de l'Assemblée Générale de l'Association des commerçants de Salis, qui s'est déroulée au stade Alcartero, qui avait duré très très longtemps, sur lequel on avait perdu pas mal de temps sur un sujet sur lequel on n'était pas d'accord et on n'allait jamais être d'accord. C'était désigné une personne, vous étiez présent, c'était désigné une personne qui devait remplacer et se mettre en discussion avec moi. J'attends encore qu'elle se présente. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas eu de discussion du tout au niveau de cette association. Pourtant, elle avait été désignée, elle était rentrée au bureau pour faire partie et créer cette relation que j'attends toujours. Voilà. Il n'y a pas eu d'échange particulier pendant l'année? Non. Ah ben, quand on me voit, on tourne la tête, donc c'est facile. Mais bon, cette personne qui s'était proposée, plein d'élan, n'est jamais venue, m'a pas demandé le seul rendez-vous. Et autre question, parce que je ne l'ai pas vu, mais c'est une association salisienne, mais qui fait son événement sur Belloc. C'est oui. le Ok. Qui aurait fait une demande de subvention. Oui. Est-ce que, comme elle n'y apparaît pas? Elle n'y est pas. Alors, je vais vous dire, c'est une association dont le siège est à Salis. L'événement est à Belloc. Ils demandaient une subvention de 30 000 euros. Et quand ils ont présenté leur budget prévisionnel, sans inclure la demande de subvention de 30 000 euros, ils sortaient un bénéfice de plus de 8 000 euros. Donc, je me vois mal
donner 30 000 euros à une association dont l'événement se passe en dehors de Salis, sur lequel, avec leur prévisionnel, ils sortent plus de 8 000 euros de bénéfices, donner 30 000. À quoi vont servir ces 30 000? Sinon, je ne sais pas quoi. Voilà pourquoi l'absurdité, et on n'a pas de réponse, on ne donne rien à ce niveau-là. On n'a pas d'obligation de faire apparaître. Non, Dans les lignes. non, puisqu'on ne donne pas. Même si on met zéro. En fait. Ouais, non, mais on ne donne pas. Ils ont une réponse? On va leur faire après. Mais il fallait que ça passe, qu'on passe toutes les subventions au conseil municipal pour leur dire que la réponse est négative et on va leur expliquer le tenant et les aboutissants de ça. Je peux peut-être compléter effectivement, parce que vous mettez on a étudié en fait les dossiers, il y a effectivement le fait que l'événement ne se tienne pas à Salis, donc c'est Véloc, et ne se tient même pas dans la communauté de communes du Béarn-des-Gaves. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire des... Donc là c'est la difficulté. Pour autant, ce qu'on a acté, c'est l'année dernière, je crois qu'il y avait de l'aide des services techniques, enfin, il y avait des demandes de matériel des services techniques pour l'organisation de l'événement, donc de la logistique. Et en fait, s'ils en font la demande, bien sûr qu'on pourra les aider de façon logistique, mais ça ne pourra pas passer par une subvention financière. On les aidera comme on a fait l'année dernière avec les fournitures de barrières pour sécuriser tout le circuit. Mais financièrement, c'est non, puisqu'ils nous présentent un budget prévisionnel avec un bénéfice sans inclure dans les recettes la subvention qu'ils demandent. Au-delà de ça, on peut pas financer Il faut leur répondre, parce que je pense que... Oui, non, mais on va leur répondre, mais c'est clair. Mais on voulait d'abord en parler en conseil municipal. Mais en effet, toutes les associations vont recevoir, une fois que les subventions auront été votées, actées... Je vais signer 140 courriers très rapidement dans les jours qui suivent. D'autres questions? Donc on peut passer au vote alors. Alors je demande au président de ne pas participer au président d'associations qui sont présents ici, de ne pas participer au vote. Donc il y a M. Domer, M. Prévost, M. Morlas et M. Benegui. Donc pour les autres, qui est contre, qui s'abstient, eh bien merci pour les associations. C'est que les présidents ou les membres du bureau? Les présidents. Ah mais je croyais qu'il y avait les membres du bureau. Non, président. Dans la délibération, il est précisé les conseillers municipaux étant membres du bureau. Pour ça. Oui, membre du bureau, président. C'est le président et le trésorier normalement. Voilà, c'est les deux qui sont aux commandes. Allez, point suivant. Donc, vote du budget administratif, primitif, pardon, 2025. Donc, je vous propose un fonctionnement, donc, en recette pour 5 314 857,93 et la même chose en dépenses. Et en investissement pour une recette de 5 306 497 avec le total des dépenses de la même façon pour deux budgets qui sont équilibrés. Donc je vous invite à me poser des questions par rapport à la nature de ces montants. Et après on passera au vote. Je vous écoute. Oui, j'aurais des questions sur le chapitre 62-32. Alors, en fonctionnement. Oui. Ok. 62-32, fêtes et cérémonies. Oui. Donc, j'ai vu dans le budget primitif qu'il est prévu 5 000 euros pour des projets non prévus. Alors, c'est quoi? Parce que c'est pas prévu. Intéressant. Non, alors, oui, simplement, c'est. Vous savez que. De temps en temps, on a des propositions de spectacles qui viennent se greffer en dehors de toutes les saisons que l'on a préparées. Donc on prévoit toujours, là par exemple on a reçu il y a 8 jours, même pas 8 jours, une demande de théâtre qui veut venir faire une prestation avec un montant de X. Donc ça on va en discuter, on verra si on les inclut ou pas, parce que les dates apparemment il y a une date qui correspondrait et l'autre ne correspondrait pas, mais on a d'autres projets et ainsi de suite. Voilà, c'est en cas de demande spécifique et supplémentaire. Bien. J'ai également noté que donc il était prévu un marché des producteurs en août pour 2 500 euros.
marché des producteurs. Un peu plus bas. Oui, Attendez. C'est la soirée peut-être du mois d'août, ça. au mois d'août. Ah oui, l'erreur c'est la soirée du mois. Oui. Voilà. C'est la soirée qu'on fait traditionnellement chaque année, qui avait été annulée l'année dernière avec le gros orage qu'on avait pris. La soirée d'animation. Alors, on avait bien anticipé l'orage, puisque c'était même pas prévu dans le budget prévisionnel primitif de l'année dernière. Ouais, mais là on a essayé de détailler un peu plus, tout simplement. Donc c'est la soirée traditionnelle. Pardon? Non, sur le marché. Le soirée d'animation marché. À laquelle on met des groupes un petit peu dans tous les coins de Salis et dans laquelle, voilà, soirée un petit peu piétonne, dans laquelle on invite les commerçants à être ouverts pendant la durée de l'animation. C'est bien, merci de répondre pour monsieur Noël. Je note aussi pour le. Je peux répondre, je suis assez grave. Le repas communal, donc l'année dernière en budget primitif il y avait 0, donc finalement il y a eu 3400, donc on reporte 3400. C'est quoi ce repas communal? Parce que l'année dernière. Mais c'est le repas des employés communaux Okay. qu'on a détaillé cette année, tout simplement. On avait globalisé, c'était détaillé. On a essayé d'amener un peu plus de clarté avec la M57, on peut amener beaucoup plus de clarté dans les budgets. Enfin, donc, toujours dans ce même chapitre, donc, cadeau d'hiver, noces or et argent de nouveaux arrivants. Ouais. Donc là, il y a des 300 €, on prévoit 2000. Donc, Et oui, parce que. nouveaux arrivants, Et, des cadeaux. mais vous étiez à la soirée des nouveaux arrivants avec pas loin de 84 personnes, plus cette année pour le 14 février, la Saint-Valentin, on reçoit les couples. On a eu 7 couples qui sont venus, donc le montant des cadeaux a augmenté un peu plus, quoi, tout simplement. Comme on ne veut pas faire des cadeaux au minimum, on met quand même un petit peu de valeur dans les cadeaux, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a des mariés qui ont 50 ans et 60 ans de vie commune. Ça se raréfie. D'autres questions? Un investissement? Vous avez le détail, hein, comment c'est. Si on pouvait avoir un détail au niveau de l'investissement, parce qu'il n'y a pas. Si je reprends. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez savoir? Donc, oui, terrain nu, terrain bâti, juste construction, enfin les opérations non effectuées. Est-ce qu'on peut avoir juste un détail? C'est-à-dire, de quel montant? Construction, donc par exemple, 23-13, c'est quoi? C'est pour 789 000 €. C'est la réserve. Oui, alors, c'est ce qu'on a mis en réserve. Voilà. On fait. On a vu la comptable, Madame Depresse, qui nous a conseillé de ne pas affecter sur des opérations sur lesquelles on savait qu'on allait dépasser le montant, c'est de dire plutôt mettez en réserve, c'est tout à fait toléré. On a la même chose pour le fonctionnement, on peut mettre en réserve plutôt que d'affecter les sommes directement. On fait du bas de laine pour des prochaines dépenses qui peuvent être beaucoup plus importantes. On a fait beaucoup de bas de laine sur les investissements pendant 5 ans. Mais quand on fait le détail de tout ce qu'on a fait, je pense que l'investissement, il était bien porté. Alors, le terrain nu, 21-11, 45 000 €. C'est Prada, c'est tout. Alors, le 21-11, 45 000, c'est Arenas Prada. C'est le bâtiment qui est derrière rue Les Écoustères, sur lequel on a fait une proposition d'acquisition, qui avait été, sur lequel il nous doit de l'argent de la démolition, comme il nous a demandé si on était intéressé, donc on a fait une première proposition qu'il avait refusée, donc on a mis 45 000 € en espérant qu'il accepte. Alors qu'on puisse continuer à l'exploiter comme on fait aujourd'hui, un petit terrain. Donc juste ensuite, 21-15, terrain bâti. Alors, le montant 65 000. Alors, ça, je suis en train de négocier
au niveau du cottage, un bâtiment en long qui est loué à l'euro symbolique à la commune pour l'acheter, le transformer un petit peu pour y mettre certainement des associations. Donc voilà, je ferai une proposition de l'ordre de 65 000 à M. Crépin. Bien. Et donc 2312, enfin 041 slash 2312, agencement et aménagement de terrain pour 125. Oui, alors ça concerne la fin des études du jardin public, c'est toutes les opérations d'ordre général d'écriture, dépenses et recettes. Vous l'avez de l'autre côté en intégration au 2031. C'est des jeux d'écriture. C'est le même. Vous faites le total des trois, vous arrivez sur le total de 231 287 de l'autre côté. Merci. Et, donc, dans les bâtiments communaux, opération 325, 2313 construction pour 872 000 euros. Alors attendez. Salis J. Ex-Salis J. 2313, c'est Salis J. C'est bien 2313. C'est tout ça en fait. Ouais. Alors donc, c'est le local. Alors il y a plusieurs lignes. C'est le local ex-Salis Gym là, qu'on avait acheté l'année dernière, sur lequel on doit le mettre aux normes parce qu'il était quelques transformations, sur lequel il y aura l'agencement de bureaux, l'aménagement et la SSP, pardon, le bureau de contrôle, il y a tout ça pour monter en total. Voilà, ce sont les travaux. Hein? Et là, il y a la crèche aussi, hein, après. Il y a les deux opérations. Et il y a l'opération, la réhabilitation et démolition de la crèche pour 620 000 euros. Et béton aussi. Et ensuite, dans le détail, il y a la démolition qu'on a fait, l'ancien bâtiment qu'on a appelé Pétro. Donc c'était porté-acquéreur l'ancienne municipalité, et là on a pris la décision parce que ça commençait à être dangereux, on l'a fait tomber et on traite à la mienne. Voilà. On va voir le parking, là. Tout le monde parle. Mais, alors, on va certainement l'aménager en parking, mais d'abord il faut le mettre, on est dans le domaine privé de la commune, il faut le mettre dans le domaine public de la commune pour pouvoir laisser accéder à la commune. Donc, les personnes extérieures, tout simplement. Ça avait été acheté en 2017, je crois, peut-être. Ouais. 2017, ça doit être démoli, ça n'a pas été démoli, donc nous on a pris la décision de le faire, et en même temps donc, on s'est rendu compte que ça faisait partie du domaine privé de la commune, donc si on veut le rendre accessible à un parking, il faut le rendre dans le domaine public, donc on est en train de faire le nécessaire. Juste une question, le projet, la place au trésor, où c'est que... Viravaza. Voilà. 60-40 de l'achat de prestations de services. Ouais. Alors, Karine, tu réponds ? Est-ce que tu veux savoir où est-ce que ça en est, c'est ça ? Donc les équipes, donc on a travaillé sur les parcours. Finalement, c'est pas un parcours. Bon, il y a eu une négociation. Finalement, ça ne sera pas un parcours, mais deux parcours qui vont être proposés. On a travaillé sur les parcours. Les textes ont été rédigés. Et là, maintenant, ils sont à la moulinette des services pour vérifier si c'est en cohérence. Et on espère pouvoir le diffuser cet été. Exactement. D'autres questions ? Mais donc on va passer au vote sur ces propositions budgétaires. Donc qui est contre ? Alors, donc M. Benigui, M. Domergue et... Pour vous ou pour Anthony Ah, aussi les deux mêmes, ok. Et Anthony Darigan. Qui s'abstient ? Donc, alors, Laurent Sainte-Cuc, Marie-Ange Mainviel, Madame Duplat-Jacob et M. Sali. C'est bon ? C'est bon. Parfait. Donc, merci. Point suivant. Vote du budget 2025, budget annexe assainissement. Monsieur Dupoyer. Merci, Monsieur le maire. Alors, pour le vote du budget 2025, le budget annexe assainissement,
Donc, le détail des propositions budgétaires était joint à la convocation. Donc, Monsieur le maire propose d'adopter le budget, donc selon les montants principaux. Donc, en investissement, on a un budget qui s'équilibre à 581 974 000 euros de dépenses et autant de recettes, avec notamment dans ces dépenses-là 105 415 euros de reste à réaliser de 2024, puisqu'en fait le schéma directeur d'assainissement avait été entièrement commandé, le marché a été signé en 2024, donc il n'y a pas lieu de le remettre en dépenses sur l'exercice 2025, mais bien en reste à réaliser. Et à savoir qu'à l'heure actuelle, sur ce marché-là, il n'y a pas eu d'avenant, il n'y a pas eu d'avenant en plus-value ou en moins-value, donc on reste sur le premier montant du marché qui avait été signé. Sur le fonctionnement, le budget s'équilibre à 223 831 en dépenses comme en recettes. Si vous avez des questions, oui, donc recette de fonctionnement, là, j'avais fait la remarque pour les redevances d'assainissement qui étaient de 255 000 en 2024, alors qu'il était prévu 150 000. Donc on m'avait expliqué que c'était la SOR, il y avait des arriérés de la SOR, et là on prévoit donc moins pour 2025. On prévoit 140 000, oui. Alors, c'est par rapport au rattrapage. Par rapport au montant de l'année dernière. Oui, en fait, c'est-à-dire que comme les versements ne tombent pas forcément d'exercice sur exercice, donc l'an dernier on avait un retard sur les paiements et nous ont été payés en 2024 des excédents de 2023, plus tout ce qui est tombé en 2024, mais a priori il y a aussi quelques du montant prévisionnel de 2025, si vous voulez. Donc en 2025, si on ne touche que ce qui nous reste à percevoir sur 2025, ça serait 140 000. Alors après, effectivement, on n'est pas à l'abri qu'à un moment donné, ils nous rémunèrent plus, si je comprends bien, en prévision de 2026. Mais nous, on était obligés de partir, d'écrire en prévisionnel que ce qu'on estime qui nous sera réellement dû. Donc les 140 000. Vous savez s'il y a des arriérés ou pas? Si vous dites que... A priori, aujourd'hui, on sera à jour. Aujourd'hui, on est à jour d'arriérés. Alors effectivement, sauf s'il y a encore une surprise. Mais a priori, les services financiers de la commune avec la SOR ont fait le point. Et a priori, on est à jour aujourd'hui des années précédentes. On serait à jour. On serait à jour. Voilà. Et donc, je voudrais aussi, dans les dépenses d'investissement, pour la station d'épuration, donc la presse à bout, on en a parlé, des équipements pour la station d'épuration pour 75 650 €, c'est quoi? Il y a la presse à bout et tout ce qu'il y a autour. La presse à bout, c'est 11 000, c'est au-dessus. Oui, il y a la presse à bout, et la presse à bout c'est une machine, on ne la pose pas que comme ça tout simplement. Donc il y a une dalle béton. Les travaux préparatoires qui vont être nécessaires pour les travaux de mise en place, effectivement, de branchement, de raccordement. C'est vrai que l'achat c'était l'achat brut de la presse qui part de Bigorre, mais après il y a tous les travaux de mise en place et puis il y a quelques équipements annexes. Donc ça fait un montant global de 86 000 € sur la prestation de mise aux normes de la STEP, qui n'est pas une mise aux normes complète comme vous le savez, mais qui est simplement des travaux qui tendent vers une mise aux normes, on va dire. Oui, c'est ça qui me gêne, c'est le terme mise aux normes, parce que là, en fait, c'est temporaire et ça tend vers la mise aux normes. Oui, c'est ça. Ça permet d'enlever certaines pénalités futures. Ça enlève certaines non-conformités, mais pas les pénalités. Donc, tout à fait. Alors, s'il n'y en a pas, on va passer au vote. Donc, qui est contre ce budget? Monsieur Benegui. Qui s'abstient? Merci. Merci. Point numéro 6, budget annexe assainissement, admission en non-valeur des créances irrecouvrable, Monsieur Dupuy. Alors, Monsieur le maire informe le conseil municipal que des poursuites engagées par le service de gestion comptable de Mourin-Ortef n'ont pu aboutir au recouvrement de créances. Monsieur le maire propose d'admettre en non-valeur au compte
6541. Le titre de recette mentionné dans la liste 65 43 60 0212 fourni par la SGC pour un montant de 336,86 €. S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Point numéro 7, avance remboursable du budget général de la commune au budget lotissement. Monsieur Lalard. Merci, Monsieur le maire. Avance remboursable, donc. Monsieur le maire expose que la commune a un projet de lotissement qu'elle suit dans le cadre d'un budget annexe dédié. Il précise que ce budget a besoin de 485 401,39 € de financement en attendant la vente des lots. La commune disposant des moyens suffisants, Monsieur le maire propose que le budget général de la commune consente une avance remboursable de 485 401,39 € au budget annexe lotissement. Monsieur le maire sollicite l'avis du conseil municipal. Y a-t-il des questions? Donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Merci. Donc, point suivant, transfert de la compétence du plan local d'urbanisme. Pardon, j'ai tourné trop vite. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai tourné trop vite. Point numéro 8, vote du budget annexe lotissement. Monsieur Lalard. Merci encore, monsieur le maire. Le détail des propositions budgétaires est joint en annexe numéro 3. Monsieur le maire propose d'adopter le budget lotissement 2025. Donc vous avez le détail en dessous d'investissement et le détail de fonctionnement. Il précise que le budget est voté au chapitre en section de fonctionnement et d'investissement avec une ou plusieurs opérations d'équipement. Afin de faciliter la gestion de la commune et comme indiqué dans le règlement financier et budgétaire approuvé en séance du 6 septembre 2023, il propose donc à l'Assemblée de l'autoriser à procéder à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre, hors dépenses du personnel, au sein de chacune des sections dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de la section concernée. Y a-t-il des questions? Oui, donc moi je voudrais revenir sur ce budget. La dernière fois, je vous ai posé la question de savoir quel serait le coût au mètre carré du lotissement. Donc là, maintenant, on a des chiffres un peu plus précis. Donc on serait à même quand même, sur un prévisionnel, de donner un coût. Mais pour le moment, on ne le sait pas, parce qu'après, il y a tout l'aménagement à faire. Il y a tout ce qui est voirie, évacuation des eaux usées et tout. Donc tout ça, ça va être... Après, aujourd'hui, on est en train d'essayer d'établir un budget approximatif pour donner vraiment au niveau voirie, agencement, tout ce qu'on doit mettre à l'intérieur, quoi. Là, vous venez de me dire que la voirie et l'assainissement n'étaient pas dedans, et là vous... Non. C'est quand on va faire, il y aura les lots, il faudra faire de la voirie pour accéder aux lots quand même. Donc ça va rentrer à l'intérieur. Donc là, aujourd'hui, concrètement, dans les 890 000 €, est-ce que vous pouvez détailler un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans ces 890 000 €? Donc, on a la variation des terrains aménagés pour 485 000 €. Et ensuite, le reste, c'est les achats d'études pour 20 000 €, SPL, solde honoraire et avance, la MOE, donc c'est l'architecte, les futurs architectes, l'étude de terrain, et aussi, surtout, on doit faire une étude de compensation de terrain, puisqu'on est en zone humide. Les bornages, le pluvial, le bassin de rétention et les travaux qu'il faudra faire pour mettre tout ça en ordre. Donc ce qui n'est pas compris, c'est voirie assainissement. Les chiffres, ils sont pas définitifs encore. Tant bien, mais c'est vous qui a établi Et voilà, on essaie de chiffrer approximativement ce que ça peut coûter. On fait ce sont des estimations par rapport à toutes les études qui restent à faire et le coût que ça peut entraîner. Et donc vous l'évoquiez, donc on est en zone humide. Oui. On en est où de l'étude 4 saisons? Mais normalement, elle doit se terminer fin mai, hein, c'est ça, non? Oui. Hein, donc on attend fin mai et on a trouvé des terrains qui pourraient rentrer en compensation. Voilà. A priori, il n'y en avait pas assez. Non, on en a trouvé. Vous avez trouvé ce qu'il fallait? Normalement, oui. Oui.
savoir où sont ces terrains. Chemin du Renard. Voilà. Merci. Parce qu'il faut qu'ils soient dans le même bassin versant, en plus. Y a-t-il d'autres questions? Alors, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Allez, donc, point numéro 9, transfert de la compétence plan local d'urbanisme. Donc le PLU est un document, est un document de planification qui définit et réglemente l'usage des sols en tenant compte des spécificités de chacune commune. Nous sommes dans le PCI. Il définit aussi la stratégie d'aménagement et de développement du territoire pour les 10 voire 15 prochaines années. Depuis la promulgation de la loi ALUR en mars 2014, les communautés de communes sont compétentes de plein droit en matière de plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant compte des cartes communales aussi depuis mars 2017. La communauté de communes a fusionné en 2017, la CCBG. Donc en 2017, puis en 2020, suite aux nouvelles élections, les communes membres de la CCBG, dans leur majorité, je ne dis pas à l'unanimité, mais dans leur majorité, se sont opposés au transfert de la compétence au niveau intercommunal, la minorité de blocage ayant été atteinte. À la demande des maires du territoire, donc 53 communes, dès 2023, nous avons fait des réunions de conférences qui ont été organisées, donc vous avez les dates, afin de relancer les réflexions et commencer à échanger sur l'opportunité d'élaborer un PLUI. Ces réunions ont permis de confirmer collégialement le calendrier et la validation, puisqu'on a voté à bulletin secret, et les grands principes de gouvernance pour la mettre en œuvre. Donc le transfert de compétences comporte 4 volets. L'élaboration d'un plan communal d'urbanisme, PLUI, à l'échelle de 53 communes, membres de la CCBG, l'évolution des documents d'urbanisme jusqu'à l'approbation de ce PLUI, pour laquelle il est proposé après un accord préalable du conseil municipal, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on en parle, la conduite de procédures sur le site patrimoniaux remarquables. Donc nous, Salis, nous sommes en zone, nous avons une zone ZDP PAUP, ancienne zone ZDP PAUP. On va mentionner dans la délibération qu'on sollicite le maintien de la compétence site patrimonial remarquable, sous-nommé SPR, par la commune. Donc ça, on va le mettre en plus dans la délibération. Et donc la redélégation de l'exercice du droit de préemption urbain aux maires des communes l'ayant institué, puisque nous avons un périmètre qui nous permet éventuellement de préempter pour diverses raisons, pour les biens de la commune ou l'utilité municipale. Voilà, donc chaque conseil municipal doit prendre une position. Donc nous, moi je souhaite qu'on adhère à ce projet, puisque je fais partie des maires qui ont voté à la majorité. On en a parlé plusieurs fois, donc voilà, c'est malheureusement oui et non l'avenir dans lequel il faut passer. Donc plus on le fait, vite mieux ce sera. Oui, monsieur Salier. Oui, monsieur le maire. Donc actuellement, on est régi sur le PLU qui a été approuvé en 2022. Oui. 23. Donc là, en 23. D'accord. En mai 2023. Ok. Donc on partirait sur un PLUI, bon, il ne se fera pas tout de suite, ça c'est sûr. Donc, mais quels seraient les impacts, l'impact au sein de notre commune, Salis-les-Vernes, si on passerait en PLUI? Parce que là, on regarde sur les 53 communes. Oui, tout à fait. L'avantage que l'on a, nous, c'est qu'on est déjà en PLU, pardon. Donc, on a déjà toutes les zones qui sont répertoriées. Donc, à partir de là, on a pas mal de terrains. Rappelez-vous, vous avez pu être présenté, on a été retoqué complètement en 2020 sur l'ancien, parce qu'il y avait trop de zones, demandé trop de zones constructibles. On était descendu à 7 hectares 300 comme ça avait été demandé. On a réussi à récupérer 3 hectares de plus. Donc on resterait là-dessus. Donc aujourd'hui, moi j'appelle les Salisiens qui sont propriétaires de terrain à faire construire le plus rapidement possible, sachant qu'on est encore en liberté de pouvoir agir jusqu'en 2028. Donc ça laisse encore un peu de temps. Par contre, il y a certaines communes, des petites communes qui n'ont pas de carte communale, qui elles risquent d'être pénalisées. Voilà. Bon, et nous, après, notre travail il est fait sur Salis à 85%. On a quelques réajustements à faire de zones, voilà, tout simplement. Oui. Est-ce que
prochain PLUI, on ne serait pas perdant par rapport justement Non, mais justement, c'est pour ça. L'avantage, c'est qu'on avait délimité, on est dans des zones et qu'on va essayer, qu'on devrait maintenir, sachant que ça a été bâti sur les extrémités de ces zones. Donc tout ce qui est à l'intérieur resterait ce qu'on appelle des dents creuses. Ouais. On ne devrait pas perdre là-dessus. Ouais, mais d'ici l'ouverture, ça devrait aller encore plus vite. Monsieur Benigni? Oui, donc dans le document qui nous est remis, et puis ça avait fait l'objet du débat à la communauté des communes, il y a une feuille quel coût pour ma commune. Donc, il est précisé une conférence des maires se tiendra le 20 mars 2025 afin d'étudier les scénarios de financement et de retenir le schéma adapté. Donc là, on n'a aucune information sur le coût. Donc, ça a été... Alors, pour nous, commune, je vais parler que de la commune de Salis, ce qui nous intéresse, vu qu'on a participé à l'élaboration d'un PLU, on a enclenché des frais. Donc moi j'ai dit, il est hors de question qu'on remette la même somme de ce qu'on a payé, sachant que le travail sur Salis est fait et mâché à 85%. Donc la personne qui sera recrutée pour s'occuper, ou on parle plus sur une personne qui sera recrutée auprès de la CCBG pour organiser ce PLUI, aura un peu de travail à faire à Salis, mais pas tant que ça, par rapport aux autres communes qui n'ont rien, sur lesquelles il faudra mettre toutes les zones. Donc tout ça, on en a tenu compte. Ça, après plusieurs discussions, on en a tenu compte et on a mis 3 zones. On a mis les zones qui sont les communes qui sont en PLU. C'est-à-dire aujourd'hui il y a Salis, Sauveterre, Navarrenx et Caresse. Donc toutes ces communes, on va avoir un forfait de 500 € auquel on va payer 5 €. Ouais, c'est par habitant. C'est-à-dire, on a fait tellement qu'on l'a divisé, de tête c'est 2,50 € par habitant. Non, 0,50 centimes par habitant par an. Voilà, parce que c'est sur 4 ans. Voilà. On arrive à 5 €, c'est 1,25 €, ça y est. 1,25 €, c'est par an, par habitant. Donc on paiera dans les 6 000 et quelques euros. Voilà. Je trouve dommage qu'il n'y ait pas ces informations, parce que, a priori, donc, la discussion qu'il y a eu à la communauté des communes, c'est quand même un certain montant, plusieurs centaines de milliers d'euros. Vous nous rappeler le montant exact? Il y a un montant qui a été évoqué, c'est 650. Oui, on est sur les 600 000, oui. Voilà. Donc, Monsieur Benigni, je m'engage à vous le faire passer le plus rapidement possible. Oui, à tout le monde. Vous, je vous regarde, c'est vous qui avez posé la question, et je le ferai passer. Je crois que c'est important de donner ces informations pour se prononcer sur ce transfert. C'est une information que vous auriez dû nous communiquer, parce qu'il n'y a que 3 mois après le vote de la CCDG, on n'a que 3 mois pour se déterminer. Bon, cette conférence on a 3 mois pour le présenter ou pas. Si on ne le présente pas, ça veut dire qu'on est d'accord. Nous, on a joué la transparence, on le présente. Donc, il nous manque ces documents, je préfère vous le dire. Que ça doit être présenté au niveau du Conseil. Ce n'est pas une obligation. Pardon ? S'il n'y a pas de réponse, si on ne donne pas de réponse, ça sera voté favorablement. Là, les détails, je ne sais pas, 50 centimes, 2 500 €. Non, c'est 500 € et 1,25 € par an par habitant. Oui, ça va 1500 €. Oui, c'est validé, oui, on l'a validé en la chaîne de maire. Ça reviendrait à un peu plus de 6 000 € par an pour Salis. 6 500 €. Ouais, à peu près. Sur les 600 000 ? Oui, c'est ce que j'allais poser. Sur un montant estimé à 600 000 €. C'est par an. Pendant 4 ans. C'est pendant 4 ans. Sachant que la communauté des communes prend en charge l'emploi à hauteur de 134 000 €. Mais je vous donnerai tous les renseignements nécessaires. Oui, c'est dommage qu'on n'ait pas ces informations aujourd'hui. Oui, mais... Je voudrais juste dire une chose. Je pense que le transfert de la compétence PLU ne s'arrête pas au coût de ce que représente le PLU. C'est important. Ça a fait l'objet du débat, c'est important. Oui, mais pour moi, ce n'est pas l'élément majeur. Il faut l'expliquer quand même aux Salésiens. Il faut quand même expliquer aux Salésiens que ce sera un coût assez conséquent. Oui, c'est communauté en commune. Donc les 600 000, comment elle est répartie? Je crois que c'est important de savoir comment elle est répartie. Oui, d'accord. Dans le même bateau, voilà. Oui, moi, je persiste à dire. Je persiste à dire que pour moi, le transfert d'une compétence, ça va bien au-delà, c'est bien plus important
que le coût que représente le PLUI. Après, moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Oui, c'est la seule remarque que j'ai à faire. Parce que le transfert de... sur le coût. Moi, j'ai posé la question avant par rapport à l'impact que ça aurait ce transfert de compétences. Monsieur Dupoy, monsieur le maire m'a répondu. Là, on a une réponse sur le coût. C'est 6600 peut-être, je ne sais plus. C'était fait mars quand on l'a discuté. Donc il y a... Ça va être énorme pour certaines communes, c'est ça qu'il faut comprendre. Ah, pour les petites communes, elles n'ont pas le forfait à 500 €. Elles ont à 1500, plus tant par habitant, et ainsi de suite. Il y en a qui sont à plus de 2000. Hein. Mais ça, attention, parce que mais ça, si mais ils n'avaient rien fait. Lui, s'il n'y a rien qui a obligation de faire, le coût serait x2, x3. Oui, non, mais j'entends C'est bien. ça, en fait. Donc, de toute façon, oui, il y aura un coût. La question, c'est est-ce que ça sera plus cher ou moins cher? Ça sera très certainement moins cher que si elle doit y aller toute seule. Un village a fait une carte communale, pardon, je vous coupe, mais vous parlez de coût. Une petite commune a fait une carte communale il y a un an, ils ont payé 16 000 €. Quand on le ramène à 2 000 € par an pendant 4 ans, ça fait 8 000 – 9 000 €. Ils ont vite compris, c'est pour ça qu'au départ, il y avait pas mal de maires qui étaient contre, mais quand ils ont vu, avec le détail des calculs, ainsi de suite, combien ça coûtait, il fallait rentrer dans le PLUI. Voilà. Par la force des choses. Si je peux rajouter, monsieur le maire. Donc oui, par rapport à ça, il y a eu un peu la polémique, on va dire clairement, de certains maires qui avaient évoqué ce fait-là. Oui. Si on le ramenait au ratio, ça posait problème. Mais il faut savoir que la majorité des maires, quand même, ont validé cette présentation-là. Tout à fait. Donc à un moment donné, je veux bien, donc, la rigueur des détails, ça aurait été mieux. Pour ceux qui n'ont pas entendu tous ces débats-là, ça peut sembler possible. Mais non, mais tout ça, on n'a pas eu tout le retour par slide venant, puisque ça a eu lieu, que je ne dise pas de bêtises, le 23 ou le 24 mars, sachant qu'on devait vous envoyer les documents pour le budget 12 jours avant. Il y a du réglementaire, donc on n'a pas eu toutes les infos. On a reçu les salles et après. Voilà pourquoi je suis approximatif sur les montants, mais ça le fera. Ce que je veux dire par rapport à la partition qui a été étudiée, elle a été étudiée, elle a été présentée, elle a été validée déjà en conseil communautaire, en communauté commune. Merci. D'autres questions? Monsieur le maire. Donc, on peut faire un point sur le coup. On a parlé d'études d'impact. Effectivement, vous disiez, monsieur le maire, justement que vous engagez les Salisiens qui avaient des terrains à bâtir à engager peut-être le plus rapidement possible d'ici 2028 des constructions. Disons, ceux qui sont sur les zones, sur les zones extérieures de constructibles, hein. Attention. Qu'est-ce qui se passerait en étude d'impact s'ils ne le faisaient pas de même par rapport à ce PLUI? Quel va être l'impact justement? On peut le savoir. Tout ça, ça va faire partie de la construction du PLUI, dans lequel il y a des réserves. On est parti avec un montant de tant d'hectares sur tout le secteur, et tous les ans, ça enlève parce que les communes font des ventes de terrains constructibles, des constructions, ainsi de suite. Donc ça réduit, et il faudra repartager le reste en fonction de ce qu'il y a. Voilà, c'est par hasard. C'est pour ça que chacun, en gros, il faut pousser les gens un petit peu s'ils peuvent le faire. Sachant que... Comme nous, le lotissement fait partie, il est à l'intérieur, mais on est dans une structure sur laquelle on est en zone constructive assez prononcée. Sachant que c'est déjà compliqué au moment de PLU. Oui. Donc PLUI, je pense qu'avec l'entente qu'il faudra avoir, c'est une entente intercommunale, ça va être, je pense, les débats, je pense, assez longs, peut-être même assez... Mais c'est pour ça qu'on parle rien avant 2030, c'est le minimum, hein, les premiers prémices. Donc il y a tout ça à constituer, ça va être long. Donc, voilà, c'est peut-être aussi ce qui avait amené les prédécesseurs à différer. Tout à fait. Voilà, il y a quand même une question qui se pose par rapport à ça. Je ne suis pas sûr que ce sera beaucoup plus facile en 2028. On est obligé, on va y être obligé. Mais on va subir un petit peu, je pense. Après, plus on se donne le temps, plus on peut arriver à un consensus. Parce que là, les échéances se raccourcissent et ça... Parce qu'on attaquait en 2023 les premières discussions. Je ne vous dis pas, les débats qu'il y avait, c'était très très houleux entre maires, quoi, hein. Chacun défendait son beefsteak, chacun défendait son petit village. Voilà. Et donc, c'est tout à fait compréhensible. Donc, il a fallu avancer avec des discussions, des questions,
amener des documents et ainsi de suite. Donc tout ça, ça a été validé longuement. Et même le dernier jour, ça, c'était encore un peu, mais bon, la majorité, il y a eu toujours des rétracteurs. Il y a aujourd'hui des rétracteurs qui, dans les petites communes, qui font passer des courriers non signés en demandant aux conseillers municipaux de voter contre. Voilà. Je ne dirai pas plus. Oui, après je peux comprendre cette position. Mais non, mais parce que des maires, il y a 10 ou 11 maires qui ont voté contre sur 53. Donc il y en a un ou deux à l'intérieur qui font de la pression sur les conseils municipaux de ceux qui ont voté pour, ou les maires ont voté pour. Voilà. On précise qu'on ne l'a pas reçu à Salis. Il Ouais. n'y a pas eu de rétention au niveau de la mairie pour ne pas vous les distribuer. On l'a simplement pas eu. C'est-à-dire les communes qui n'ont pas eu, ce sont toutes les communes qui ont un PLU. Donc les 4 communes que j'ai citées, Salis, Sauveterre, Navarinx et Caresse, et certains gros villages, notamment de chez nous, qui n'ont pas été touchés par ça. Voilà. C'est plus sur le secteur Navarinx et le Féno Sauveterre. Voilà. On ne va pas polémiquer là-dessus. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir passer au vote. Alors, qui est contre ce transfert de compétences? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie. Donc, point numéro 10, délégation de services publics, constitution de la commission d'ouverture de pli. Donc, nous avons un contrat d'affermage de délégation de services publics pour l'assainissement qui arrivera au terme le 31 décembre 2026 avec la SOR. Il convient donc de travailler d'ores et déjà sur le renouvellement de cette délégation de services publics, que la compétence assainissement soit transférée à la communauté de communes du Berre-des-Gaves ou pas. Vous savez que les lois, on a entendu de tout pendant quelques temps. Donc aujourd'hui, c'est à la liberté de la communauté de communes. Et moi, en tant que premier vice-président, je ne vous cache pas que la communauté de communes n'a pas les moyens de supporter cette compétence. Donc, aujourd'hui, pardon. Oui, juste répéter, quelqu'un j'ai pas bien entendu. Vous pouvez juste répéter ce que vous avez dit? Ce que je viens de dire. Aujourd'hui, que je suis vice-président, bon, vous le savez, à la communauté des communes, et que aujourd'hui la liberté est donnée aux communautés des communes d'accepter ou pas cette compétence. Et aujourd'hui, la nôtre, ce sera non, il ne faut pas rêver, de par les difficultés que l'on a budgétaires, au niveau du budget. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons l'intention de retenir le bureau d'études 2AE en tant qu'assistant de la maîtrise d'ouvrage pour nous accompagner par rapport cette entreprise déjà s'occupe de l'étude des schémas directeurs d'assainissement. Donc, parce qu'il y a tout plein de procédures, donc c'est assez complexe et cette société est quand même bien au courant des choses. Donc aujourd'hui, on vous a demandé par courrier, vous nous l'avez envoyé, de nous donner une liste. Donc il fallait qu'on fasse une liste pour composer cette commission. Donc il y a le maire qui préside la commission de droit. Donc on a demandé à avoir 5 membres titulaires pour les communes de plus de 3500 habitants et donc 5 suppléants. Donc pour être clair, donc nous avons comme titulaire, je ne sais plus où c'est que j'ai mis le papier, ça va avoir trop, j'en ai pas. Donc ici. Donc suite à vos réponses, nous avons comme membre titulaire proposé M. Minard, M. Lalard, Mme Anglo, M. Benegui et M. Salier. En membre suppléant, Mme Sariquet, Mme Récapé, Mme Antier, M. Pouillès et M. Sainte-Claire. Voilà, donc on a essayé de faire les choses le mieux possible, dans la transparence. Donc, la liste a été déposée. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Parfait. Donc, point suivant, c'est l'élection de cette commission. Alors, 2 possibilités. Soit on vote à main levée, donc je vais vous demander un premier vote, soit on vote à main levée pour dire on va accepter de voter cette liste à main levée, mais là il me faut à l'unanimité. Autrement, on a dans le bureau à côté une urne avec la liste, les enveloppes, et là il nous faudrait
si on ne vote pas à l'unanimité, hein, il me faudrait la personne la plus âgée, donc c'est Christina Anglo, et le plus jeune c'était Anthony Larigran. Et il n'est pas là. Donc après, il me semble que si par hasard c'est Nicolas Arangois, donc on partirait à côté, vous passerez à tour de rôle dans le bureau de l'accueil, prendre l'enveloppe, le papier, le mettre ou pas le mettre, vous passez par le bureau à côté et vous venez pour voter. Ok? Donc, alors, je reviens sur la première question après avoir donné toutes ces explications. Est-ce que qui est contre pour voter à main levée? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Donc, ça va faciliter la tâche à tout le monde. Donc, maintenant, on va passer vraiment au vote pour cette liste. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, merci. Et félicitations aux élus et aux suppléants. Point numéro 12. Tarif de restauration scolaire 2025-2026. Monsieur Nicolas Arangois. Merci, monsieur le maire. Alors, monsieur le maire rappelle les tarifs de la restauration scolaire votés pour l'année 2024-2025 avec la mise en place de la tarification sociale. Soit les quotients familiaux entre 0 et inférieur ou égal à 1 000 euros, donc tarif 1 euro. Le quotient familial entre 1000 inférieur ou égal à 1800 euros, un tarif de 2,65 euros. Et le quotient familial supérieur à 1800 euros, tarif 3 euros. Et pour les repas adultes, 4,90 euros. Donc, deux précisions. La première, que les parents doivent fournir des attestations CAF pour bénéficier de la tarification sociale. Alors, à défaut de la présentation des attestations CAF, le tarif correspondant à la tranche la plus élevée sera appliqué. Deuxième précision, le prix de revient du repas calculé sur les dépenses recettes de 2024 est de 8,89 euros. Alors il a quelque peu diminué grâce à l'aide de l'ASP qui verse 3 euros par repas tarifé à 1 euro depuis septembre 2023 et à la bonification de 1 euro par repas tarifé à 1 euro par la commune, car la commune est engagée dans la démarche EGalim et adhère à la plateforme Vacanti. Alors nous vous proposons de maintenir les tarifs de 2024-2025, de ne pas les augmenter, et donc de nous prononcer sur le maintien en vente de ces tarifs pour cette année. Alors, est-ce que vous avez des questions? Donc, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Point suivant, numéro 13, tarif garderie périscolaire 2025-2026, M. Arangois. Merci. Donc, monsieur le maire sollicite l'avis du conseil municipal pour fixer les tarifs de la garderie périscolaire pour l'année 2025-2026. Donc, on vous propose de rester sur le maintien de l'an passé. Donc, pour l'occasionnel par enfant matin au soir, 3,10 €. L'occasionnel par enfant matin et soir, 6 €. Pour les cycles intervacances, premier enfant, 17 €. Deuxième enfant, 10 € et troisième enfant, 7 €. Donc, monsieur le maire propose également de retenir les dates de cycle intervacances comme suit. Premier cycle du 1er septembre au 17 octobre 2025, le deuxième cycle du 3 novembre au 19 décembre 2025, troisième cycle du 5 janvier au 6 février 2026, quatrième cycle du 23 février au 3 avril 2026 et cinquième cycle du 20 avril au 3 juillet 2026. Donc, on vous propose également de vous inviter à vous prononcer sur le maintien de ces tarifs pour la prochaine rentrée. Est-ce que vous avez des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bien, merci. Point 14, création d'un emploi non permanent d'adjoint technique à temps complet, Madame Evelyne Ricapé. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire expose la nécessité de prévoir la création d'un emploi temporaire afin de répondre aux besoins saisonniers des services municipaux, et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 332-23 du Code général de la fonction publique.
un emploi à temps complet d'agent technique polyvalent en renfort des services techniques pour la période du 1er juillet 2025 au 29 août 2025, emploi relevant de la catégorie hiérarchique C et rémunéré sur la base de l'indice majoré 366 correspondant à un traitement brut mensuel de 1801,73 €. Avez-vous des questions? Ok. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bien, merci. Point 15, création de l'emploi non permanent d'adjoint d'animation à temps non complet. Madame Marie Capet, vous pouvez continuer. Monsieur le Président, que pour tenir compte des besoins du service scolaire de la collectivité, de l'évolution des postes de travail et des missions assurées, il convient de créer un emploi temporaire et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 332-23-1 du Code général de la fonction publique. Un emploi à temps non complet d'agent d'animation et de surveillance des repas auprès du service scolaire pour la période du 1er décembre 2025 au 31 août 2026, emploi relevant de la catégorie hiérarchique C et rémunéré sur la base de l'indice majoré 366 calculé à raison de 6,35e, correspondant à un traitement brut mensuel de 311,44 €. Avez-vous des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Point numéro 16, création d'un emploi permanent de rédacteur principal de deuxième classe à temps complet. Madame Salki. Monsieur le maire rappelle qu'un agent est actuellement employé à temps complet dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité de gestionnaire des ressources humaines, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 332-8-2 du Code général de la fonction publique. Compte tenu que l'agent est inscrit sur la liste d'aptitude du grade de rédacteur principal de deuxième classe, établi par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Dordogne, Monsieur le maire propose de créer un emploi de rédacteur principal de deuxième classe à temps complet à compter du 1er juillet 2025. Monsieur le maire sollicite l'accord du conseil municipal. Si vous n'avez pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bien, merci. Point 17, actualisation des barèmes d'indemnisation des frais de déplacement des agents. Monsieur Morlas. Monsieur le maire rappelle que la collectivité a adopté des barèmes d'indemnisation des frais de déplacement des agents par délibération numéro 2012-49 en date du 28 juin 2012. Il expose que l'évolution des taux rend néanmoins cette délibération incohérente dans la réalité des coûts que doivent avancer les agents lors de leur déplacement, en particulier dans le cadre des départs en formation. Une actualisation des barèmes d'indemnisation est ainsi proposée. Et alors là, la fin du texte n'est plus bonne et sera soumise à avis du comité social territorial le 28 mars, donc comité social territorial qui a eu lieu et dans lequel on a abordé ce sujet avec les employés communaux et où tout le monde a été unanime pour valider ce barème. S'il n'y a pas de questions, je vous demande donc de voter. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Merci. Point suivant, convention de participation du centre de gestion 64 sur les risques santé. Rappelez-vous, l'année dernière, on avait abordé le risque prévoyance. Donc, toutes les communes se rapprochent, disons, la majorité des communes et des EPCI se rapprochent, du département se rapprochent du centre de gestion pour essayer de négocier le meilleur contrat pour nos employés, que ce soit au niveau prévoyance. Ça a été réalisé l'année dernière avec effet au 1er janvier de cette année. Et maintenant, c'est pour le 1er janvier 2026 sur lequel on va s'aborder sur le risque santé. Voilà, donc c'est pour donner délégation au centre de gestion pour qu'il puisse faire les mêmes démarches que l'année précédente. Est-ce que vous avez des questions? Donc on va pouvoir passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Mais je vous remercie. Modification du règlement et de la convention d'attribution de subventions aux associations. Madame Sariquet. Monsieur le maire rappelle qu'en séance du 11 décembre 2024, il a été convenu de réviser les termes de la convention et du règlement d'attribution des subventions aux associations. Les membres du conseil municipal se sont réunis le 11 mars dernier pour travailler sur les documents et proposer des modifications. Les documents modifiés sont joints à l'annexe.
je précise que par rapport au document que vous avez reçu, on a eu une remontée avec une proposition dans le règlement d'attribution d'ajouter, alors je vais vous dire en page 3, à la fin sur l'alinéa sur les subventions de fonctionnement, de préciser que les salaires ne sont pas pris en compte dans l'attribution des subventions. Il s'agit de subventions de fonctionnement hors salaire. Hors salaire. C'est une précision, pas la porte. Oui. Est-ce que vous avez des questions? On va passer au vote. Oui, monsieur. Plus un élément de réflexion, puisqu'on y a travaillé quasiment tous ensemble, comme on dit. Juste dire, voilà, on a le groupe majoritairement a fait ce choix de modifier notamment l'intégration, d'élargir à la commission finance les choix des subventions. C'est vrai que, comme vous l'avez dit, on était plutôt nous partis sur le fait que ce soit toutes les commissions qui y participent. Voilà. On reste persuadé que c'est le meilleur mode de fonctionnement. Mais en l'état, déjà on vous remercie pour le travail qu'on a pu faire ensemble, collectivement. Après, le choix qui en ressort n'est pas forcément celui qu'on a le souhaiter, mais parce que vous vous basez sur la communauté des communes qui eux, ont des personnes habilitées, du personnel pour chaque commission. Ils peuvent s'occuper, et nous, on n'a pas suffisamment de personnel pour faire des commissions, et ainsi de suite. Ça fait partie aussi des choses. Oui, voilà. Mais bon, on a déjà, nous, on a ouvert la porte, on vous a ouvert la porte, ce qui n'était pas le cas. Voilà. Ça pourra de toute façon continuer à être amélioré, ça sera testé, et puis après ça... C'est fait pour être amélioré. Pour ceux qui n'étaient pas là, ou pour ceux qui auraient lu en transversal, les documents, Frédéric Domarc fait référence à la composition du Conseil des élus. Effectivement, on a introduit le fait que c'est un conseil des élus qui va faire les propositions, parce qu'en fait c'est le conseil municipal qui va continuer à voter, et que ce conseil des élus est composé du maire, des adjoints, ainsi que des membres de la commission finance. Donc dans le prochain mandat, effectivement, il faudra se positionner sur la commission finance si on veut participer aux propositions d'attribution de subventions des associations. Je crois qu'on n'a pas voté encore. Je m'abuse. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, monsieur Domer, monsieur Darrin, monsieur Salier, madame Duplat-Jacob et madame Médiel. Merci. Merci. Point suivant, c'est une information, donc élimination RQPS 2023, élimination des déchets de la CCBG. Monsieur Minard. Merci Monsieur le maire. Conformément aux articles D22, 24-1 et D22, 24-3 du Code général des collectivités territoriales, il est fait obligation aux communes et aux PCI de 3500 habitants et plus de mettre à disposition du public le rapport annuel en objet. Ainsi est présenté aux membres du conseil municipal le rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets 2023, établi par la CCBG. Le conseil municipal est invité à en prendre acte dans le bureau de Madame la directrice générale des services. Il n'y a pas de vote parce que c'est une information. Et il n'y a pas de question non plus. Ça n'empêche pas le débat. Non, on ne débat plus. Vous l'avez lu? Justement, donc, oui, je l'ai lu. Je l'ai lu et je vous remercie de me l'avoir laissé. Donc en préambule, je prends acte, puisqu'il faut prendre acte. Je prends acte que 15 conseillers communautaires salisiennes, salisiens présentés ont voté ce rapport le 24 octobre 2024 et que sur l'ensemble des votants, donc 57 voix, il y a 4 voix contre et 2 abstentions. Donc on peut penser que la majorité des conseillers communautaires ici présents sont d'accord avec ce RPQS. Je voudrais revenir lors de notre dernière discussion à ce sujet au conseil municipal, donc le 14 décembre 2022, je soulignais la pertinence d'utiliser la nouvelle dénomination, que je rappelle, qui est le rapport annuel sur le prix et la qualité du service de prévention et gestion des déchets ménagers assimilés. Or, là, le document qui nous est remis, ça s'appelle l'élimination des déchets.
Donc aujourd'hui, on nous soumet un rapport sur l'élimination des déchets. C'est un retour en arrière. Je ne sais pas si c'est amusant ou inquiétant. Dans les premières pages, en tonnage et traitement, ma question, ce serait de savoir, est-ce qu'on pourrait connaître la capacité des différentes unités de traitement, à savoir les 3 déchetteries, et savoir si elles sont à saturation. Alors, je vous adresserai ces questions. Oui. Ce qu'on vous propose, c'est que vous nous adressiez ces questions et on les enverra à M. Haribert, qui est le vice-président, en charge de la gestion des déchets à la communauté des communes. Je continue, je vais exposer l'ensemble de la chose. Donc à la valorisation, page 15, pour les personnes qui ont lu, cette section, elle n'était pas présente dans les rapports précédents. Donc elle n'était ni en 2020, ni en 2021, ni en 2022. J'avais déjà indiqué que des indicateurs techniques et financiers étaient manquants dans les rapports précédents. Je rappelle que la loi de transition énergétique pour une croissance verte de 2015 fixe des objectifs nationaux de valorisation matière des déchets, donc hors gravat et déchets dangereux, donc de 55% en 2020 et de 65% en 2025. On entend par valorisation matière toutes les opérations de recyclage et de valorisation organique, compostage, broyage de végétaux et tri mécano-biologique. Donc on peut noter dans le rapport un résultat de 65% de valorisation matière, 34% pour la valorisation organique et 31% pour la valorisation matière. Mes questions portent sur les 4% de valorisation énergétique. S'agit-il d'incinération, et où c'est fait, peut-être en Espagne, de méthanisation? Corollaire de cette question, que deviennent les résidus en sortie d'incinération, résidus d'épuration des fumées d'incinération ou en sortie de méthanisation, les digestats, rejets matière ou gazeux très polluants? Pour information, tous ces détails doivent figurer dans le rapport. Il est rappelé, toujours page 15, que l'objectif 2020 est 80% de DMA, DMA c'est déchets matières à assimiler, valorisés, et que nous atteignons seulement 69%. Est-ce qu'on pourrait avoir les informations des années précédentes pour connaître la tendance? S'agit-il de chiffres bit comme c'est précisé dans le rapport, qui ne gère pas tous les flux, ou est-ce que ce sont bien les chiffres de la CCBG? Là, la rédaction peut prêter à confusion. Et je rappelle que 69%, c'est vraiment mauvais, ça veut dire qu'on a 31% qui finissent en enfouissement à Medjishka. La prévention, page 15, je voudrais rappeler aussi que la prévention de la production des déchets est un axe prioritaire des politiques publiques de l'environnement depuis les lois Grenelle 1 et 2 de 2009 et 2010. En février 2020, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, donc dite loi AGEC, vient renforcer la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015 dans ses enjeux de lutte contre les gaspillages et de promotion de l'économie circulaire. Elle réaffirme notamment la hiérarchie des modes de gestion des déchets suivants: la prévention, qui n'apparaît pas dans ce rapport, la réparation en vue du réemploi, la valorisation matière, j'en ai parlé plus tôt, la valorisation énergétique, j'ai posé une question, et en dernier lieu, l'élimination. Depuis le 1er janvier 2012, l'élaboration d'un PLPDMA, qui est le programme local de prévention des déchets ménagers assimilés, est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale en charge de la gestion des déchets. Le décret numéro 2015-662 du 14 juin 2015 relatif au PLPDMA en précise le contenu et les modalités d'élaboration. Ma question, c'est: ce diagnostic territorial a-t-il été élaboré sur la CCBG? C'est une question que j'ai déjà posée en 2022 et aujourd'hui, rien ne figure dans le rapport. Je vous renvoie toujours au titre du rapport qui s'appelle « Élimination des déchets ». Un autre point sur les indicateurs financiers, pages 17 à 19, le coût aidé du service de gestion des déchets 2023. Donc on a un coût aidé. Le coût aidé, c'est ce que la collectivité elle supporte par rapport au coût par habitant. Donc quelle est la conclusion à tirer de ce tableau en comparant 2022 et 2023? Quand on compare, j'ai les informations aussi, quand on compare le coût aidé, on note que le coût aidé de la CCBG est supérieur au coût pondéré national et régional, donc de Nouvelle-Aquitaine et national. Donc qu'est-ce qu'on en fait de ces coûts aidés? Comment est-ce que c'est piloté?
Dans la section de fonctionnement, on peut noter que l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement provient principalement de la hausse des charges à caractère général, hausse de plus 116 197 €, dont Milta Garbi, soit 11,7%, plus 100 000 €. Je pense qu'il faudrait qu'on ait une explication sur ce point. L'évolution des recettes réelles de fonctionnement provient principalement de la hausse des produits de la redevance, et on n'a rien sur l'investissement. Il n'y a aucune section d'investissement, ni en dépenses, ni en recettes. C'est normal? Non, c'est pas normal, mais disons que nous, on ne peut pas vous répondre à ces questions-là ce soir, puisqu'on n'a pas plus d'éléments que ce que vous avez dans le rapport. Donc, il faudrait peut-être. Alors, ça va être intéressant parce que je vais revenir à ce que vous m'avez déjà répondu. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, exactement. Donc là, j'attaque la partie bilan et perspective qui est la fin, c'est savoir, on a un rapport, après qu'est-ce qu'on en fait. Et bien justement, alors quelles sont concrètement les attentes pour répondre à ces interrogations? On peut s'interroger quand on lit le rapport. Est-ce que ces perspectives, il y a 2-3 phrases sibyllines, ne devraient pas être chiffrées en tonnage ou en euros, devraient également figurer dans ces perspectives le ou les axes à privilégier pour les usagers, donc les gens qui payent, vous savez, leur fameuse taxe incitative, les élus, les représentants d'associations, les employés de la collectivité et les autres acteurs économiques. Par un souci de transparence et d'information envers l'usager et la cohérence des politiques publiques locales, il est essentiel de démontrer qu'une prise en compte des impacts environnementaux du service est réalisée. Le rapport doit contenir de manière obligatoire une description des mesures prises dans l'année pour prévenir ou atténuer les effets préjudiciables à la santé de l'homme et à l'environnement des opérations de gestion des déchets. Le choix des indicateurs à mettre en avant est l'essai libre. Par exemple, on peut retenir la quantité de GES, de gaz à effet de serre, émis par le service, la consommation de carburant des véhicules de collecte et de transport des déchets, les travaux de mise aux normes des équipements, les tests et mesures d'innocuité du compost. Donc, il m'avait déjà été répondu en décembre 2022 que ce rapport, nous ne disposions que d'une synthèse. Ma question c'est, est-ce que c'est exact? Vous m'avez dit que dans la commission environnement, vous aviez un document qui était plus complet. Est-ce que le document qu'on a, c'est le document de la commission environnement, ou est-ce que c'est un document de synthèse? Non, c'est le document qu'on touche en commission et qui explique ce qu'on a jusqu'à présent. Donc là, moi, je vous conseille de faire le compte-rendu de ce que vous venez d'énoncer et de l'envoyer par écrit, et nous transmettrons à Monsieur le Président, vice-président de la communauté de communes en charge du secteur. Oui. Alors, je ne peux pas faire plus, je ne peux pas vous dire des choses, je ne vais pas vous avancer des chiffres. Les questions ne s'adressent pas à vous, Monsieur Minard, c'est non, je sais bien. le document. Donc c'est tout. La seule chose que je note, qu'il y a 15 conseillers communautaires qui ont favorablement en majorité voté ce rapport. Ce rapport, il est incomplet, c'est pas la première fois qu'on parle de RPQS ici, on parle d'argent public, et il y a des gens qui se déterminent sur un rapport qui n'est pas complet, et année après année, ça passe. Et malgré des interventions, on peut intervenir ici, les questions, on les pose, elles sont soi-disant répercutées, moi j'ai pas de nouvelles. Je vous ai fait suivre mes questions en 2022, en 2025, j'ai pas eu de réponse. Alors je veux bien je vais les refaire suivre. Et j'espère avoir une réponse. Je souhaite également que nous ayons une réponse, mais envoyez les documents que vous avez énoncés et on va voir avec M. Ribert comment on peut faire pour donner la réponse à tous ces éléments. Pour moi, il en va de l'avenir de notre environnement, de notre santé et de nos finances. Merci. Mais je n'en doute pas. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous répondre. Okay. Envoyez tout ça, monsieur. Bon, point suivant, mais je vais vous laisser signer le paragraphe. Il y a plusieurs signatures, monsieur Benigui. 3. Vous avez les onglets. Et après, on va passer aux questions diverses. Donc, questions diverses. Monsieur Benigui, je vous redonne la parole pour votre première question. Monsieur le maire, sur le site de la commune, il est précisé que, je cite, le conseil municipal étudie les propositions des commissions, puis il les avalise ou les refuse en votant. Après 5 années de mandature, pourriez-vous nous exposer un bilan de la commission commerce, artisanat, agriculture,
notamment ses propositions dans chacun de ces 3 domaines. Donc, pour vous donner la réponse, je vais laisser mon adjoint au commerce, artisanat et agriculture présent, donc il va répondre. Monsieur Morlas. Cette commission comporte, comme vous le notez, 3 volets, le commerce, l'artisanat et l'agriculture. Bien vite après les premières réunions, il a fallu assumer les demandes d'aide liées à l'après-Covid. Première réunion où l'on retrouvait une majorité des membres pour aborder divers sujets, mais quelques réunions après, c'est entre les membres de notre équipe municipale que se déroulaient nos débats, les heures retenues par leur travail, leurs occupations, enfin bref, chacun avait souvent une préoccupation lors de ces réunions. Mais, par contre, il est apparu que cette commission dépend aussi et surtout de l'article L. 521-4-16 du Code général des collectivités territoriales de la communauté des communes qui exerce le plein droit en lieu et place des communes membres la compétence commerce et artisanat. De ce fait, pour nous l'agriculture, nous avions proposé, avec un dossier particulièrement bien préparé, avec Nicolas Arengois en particulier, les membres de cette commission et un nombre important de représentants du milieu agricole, de créer à Salis un local de vente directe. Proposition présentée en communauté des communes, qui, je pense, trop novatrice, sûrement bien. C'est souvent, pas plus tard que tout à l'heure, que nous recevons des éventuels commerçants attirés par la dynamique que présente notre commune et qui après ont donné suite à leur projet. La relance du marché du jeudi, avec ses problèmes à solutionner d'une semaine à l'autre, parfois même d'un jour à l'autre, ne permet là que peu de place à l'ouverture d'un débat. Mais le résultat sur le terrain et la qualité, la réputation de notre marché prouvent que nous sommes dans le vrai, et cette embellie se répercute sur le marché du samedi matin, qui lui aussi se développe et nous pose quelques soucis, déjà pour son élargissement, mais qui s'en plaindra. N'oublions pas les soirées estivales qui permettent à un très nombreux public de déambuler dans les rues de la ville et dont les commerces qui veulent bien jouer le jeu peuvent et doivent profiter. Tout comme la création du répertoire Alerte Commerce pour tenir informés les commerces et artisans qui se sont inscrits pour tout événement climatique imminent, incident technique sur les réseaux, une communication et une inscription facile à faire, mais trop peu déployée et que l'on développe à chaque occasion. Une commission municipale active, très active, à laquelle vous auriez pu, si vous l'aviez voulu, lors de sa mise en place, participer, mais ça ne semblait pas vous préoccuper, et que maintenant vous voulez y apporter votre intérêt. 5 ans après, cela me pose question. Mais 2026 approche, et là je comprends mieux votre intérêt soudain. Merci. Monsieur Benigui, la deuxième question, s'il vous plaît. Deuxième question, contenant plastique. Monsieur le maire, pour rappel, la loi Egalim de novembre 2018 prévoyait l'interdiction à partir du 1er janvier 2025 des contenants alimentaires en plastique, notamment dans les écoles et les crèches. Une consultation publique récente sur un projet de décret portant sur la modification de la définition des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service, mentionné à l'article D.541-338 du Code de l'environnement, et une forte mobilisation citoyenne ont amené la ministre de la Transition écologique à mettre entre parenthèses cette proposition largement inspirée par l'industrie de la plasturgie. Le gouvernement devrait bientôt présenter au Parlement un projet de loi visant à sécuriser juridiquement cette interdiction. Qu'en est-il de l'utilisation de ces contenants dans les écoles et les crèches de Salis aujourd'hui? Et merci pour cette question. Comme vous l'avez indiqué, le gouvernement a déposé fin février un projet de décret afin de réautoriser les couverts et vaisselles en plastique réutilisable dans les cantines scolaires interdits depuis le 1er janvier 2025. Le ministère de la Transition écologique a indiqué que les couverts et les assiettes ne sont pas des contenants de réchauffe et de service comme mentionné par la loi. Lorsque ces contenants servant à cuire, à réchauffer et servir de la nourriture, ils sont susceptibles de relarguer des substances chimiques dans les aliments, ce qui n'est pas le cas des couverts et assiettes, et cela a été confirmé par le ministère de la Santé. C'est le ministre qui nous l'annonce. En ce qui concerne la cantine municipale de l'école La Fontaine, les contenants de cuisson, les bouteilles et ustensiles en plastique avaient déjà été remplacés par l'inox et par le verre.
Une exception au niveau des maternelles. On est revenu sur les verres en plastique suite à pas mal de casses et ça devenait dangereux pour les tout petits enfants qui commencent à manger. Donc le verre a été supprimé et on était revenu sur ces ustensiles verres en plastique. Ces verres en plastique, ils sont garantis sans biphénol A et sans sulfate. Pardon. En ce qui concerne la crèche, il en est de même, c'est tout en inox et en verre. Il reste juste 4 bacs à légumes qui sont en plastique pour le transfert des aliments quand ils reçoivent les fruits, les légumes et surtout ils sont non cuits. Voilà. Troisième question, M. Benigni. Troisième question, location de biens immobiliers meublés. Monsieur le maire, la fiscalité des locations aux touristes de biens immobiliers meublés évolue en 2025 et les pouvoirs élargis pour les maires vous permettent de limiter à 90 jours par an la durée maximum pendant laquelle les résidences principales peuvent être louées à des touristes, au lieu de 120 aujourd'hui. Vous pouvez également prononcer une amende de 10 000 € maximum en cas de défaut d'enregistrement d'un meublé de tourisme et une amende de 20 000 € maximum en cas de fausse déclaration d'enregistrement. Qu'en est-il aujourd'hui à Salis de Béarn sur ces deux points, limitation de la durée maximum de location à 90 jours et amende pour les enregistrements? Combien de meublés sont déclarés à Salis aujourd'hui? Mais je vais laisser la parole à Mme Sarriquet qui va savoir répondre. Merci Monsieur le maire. S'agissant de ramener à 90 jours maximum par an la possibilité de louer les résidences principales aux touristes, elle vise à limiter en fait l'impact des locations touristiques. S'en sont aujourd'hui saisies les grandes villes ou les communes qui sont très touristiques, avec l'objectif, là je cite par exemple la ville de Paris, avec l'objectif de lutter contre les nuisances engendrées par ce type de clientèle pour les voisins et éviter que les quartiers perdent de leur diversité et que les petits commerces se transforment pour répondre aux besoins des touristes, souvent au détriment des habitants. À Salis, nous ne sommes à ce jour pas engagés dans une telle limitation. En effet, nous sommes loin de ces enjeux et nous ne souffrons pas non plus de surfréquentation touristique. J'ajoute également que parfois nous manquons d'hébergements touristiques, en particulier à certaines périodes. Cette mesure n'a en outre pas d'impact sur l'offre générale de logements disponibles, puisque ces logements sont par nature occupés toute l'année par leurs propriétaires. Je précise que dans notre territoire, enfin, la location de meublés touristiques constitue un complément de revenus pour les familles et n'est en généralement pas une activité professionnelle à part entière. Concernant votre suggestion d'infliger des amendes en cas de défaut d'enregistrement, nous préférons, à ce stade, axer nos actions sur un volet préventif plutôt que répressif. Nous avons dans ce sens fait paraître dans le dernier Salismac paru le mois dernier une information sur le sujet qui rappelait les règles et les modalités d'enregistrement auprès de la mairie. Le service urbanisme s'est également saisi depuis de nombreux mois de ce sujet. Il est aussi amené à alerter et à faire montre de pédagogie lorsque des personnes se font connaître ou déposent des permis ou des déclarations de travaux, par exemple. Enfin, s'agissant du nombre de meublés, aujourd'hui nous avons environ 150 meublés qui sont déclarés à Salis, soit auprès de la mairie et ou de l'office de tourisme du Béarn. Voilà les réponses aux questions de M. Benegui. Est-ce que vous voulez que je vous donne des informations par rapport à l'incendie qu'il y a eu à la zone du R? Je n'ai pas prévu, mais si vous voulez, je peux. Donc, l'incendie a eu lieu aux environs de 16h15 aux ateliers d'environnement de la communauté des communes sur la zone du R. Le feu aurait pris, parce qu'il y a des investigations à l'heure actuelle, puisque la police judiciaire était là hier matin et en début d'après-midi. Ils ont relevé tout plein de choses, donc on attend le rapport. Donc le feu aurait pris, je dis bien aurait pris, au niveau du bureau qui est devant, sur lequel il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de papier, mais il y a suffisamment de quoi enflammer. Donc il y a cafetière, il y a informatique, il y a des petites choses qui peuvent éventuellement faire partir cette... Donc le feu s'est propagé assez rapidement. Donc nous avons eu pratiquement 60 pompiers qui sont venus du département. Donc nous avons eu Orthez, Morenx, Saint-Palais, Puyot, bon, je ne vais pas tous les citer parce que je vais en oublier, ceux de Salis aussi, sur lesquels ils ont fait la première chose, et grâce à la police municipale et la gendarmerie de Salis, parce qu'il faut quand même le dire, on a pu faire évacuer toutes les personnes qui travaillaient dans les entreprises à côté. Donc déjà, ça a permis de limiter et de centraliser aussi les efforts des pompiers sur le feu. Il a fallu l'intervention de la grande échelle,
puisque le feu a été attaqué par le bas, par le côté, et surtout par le haut, où c'était beaucoup plus facile d'arriver à le maîtriser. La première chose qui a été très importante, c'est que les pompiers de Saint-Palais ont réussi à rentrer dans le hangar, un hangar de 1000 mètres carrés quand même. Donc, parce qu'à l'intérieur de ce hangar, côté gauche, donc à peu près sur un peu moins de la moitié, il y avait tous les bureaux, il y avait un véhicule qui lui a complètement brûlé, un véhicule neuf, complètement brûlé, plus de quelques containers, des petites choses, ainsi de suite. Mais surtout, c'est que dans la deuxième partie, il y avait 4 camions de collecte et surtout une Clio. Le problème, c'est que les clés, chaque fois les chauffeurs, quand ils rentrent, ils passent par le bureau, signent le papier, comme quoi ils sont rentrés à telle heure, ainsi de suite, et déposent les clés dans une boîte à clés qui se situe dans le bureau. Je vous laisse deviner et vous dire qu'on n'a retrouvé aucune clé puisqu'elles avaient toutes fondu. On a trouvé hier matin avec les pompiers, on a trouvé la boîte qui était complètement déformée, mais il n'y avait plus rien dedans, tout avait été cramé. Donc il y a eu énormément de choses. Donc les pompiers ont arrosé toute la nuit, vers 1h30 du matin, donc, à partir de 10h30, l'heure à laquelle je suis rentré, le feu continuait à se consumer, mais très peu. Donc il y avait les pompiers de Salis, plus certains d'Orthès en surveillance. Il y a eu un deuxième départ, petit départ de feu vers 1h, qui a été maîtrisé très rapidement, puisqu'on avait 2 camions de pompiers qui étaient là, plus 7 pompiers qui étaient de permanence, pour passer la nuit. Et le lendemain matin, donc hier matin, à 8h30, ça consumait toujours encore, parce qu'il y avait un endroit où il était difficile d'accéder. Parce que c'était sous les tôles qui étaient tombées, et ainsi de suite. Et le problème, c'est que ce bâtiment contient de l'amiante. Donc, ils ont arrosé pratiquement toute la nuit pour faire tomber les vapeurs d'amiante, les alourdir pour qu'elles restent au sol. Voilà, ça, c'est les premières choses. Donc, aujourd'hui, on attend, on a fait la déclaration au niveau de l'assurance. On attend l'expert de l'assurance, qui est la SNAC, qui va arriver normalement vendredi matin. Donc on sera sur les lieux puisque M. Labour ne peut pas se déplacer, donc c'est moi qui y vais pour suivre l'évolution et tout ce qui va se passer. Donc aujourd'hui, le lieu est sécurisé j'ai fait un arrêté de péril à la demande des pompiers parce qu'on a la façade de devant qui peut tomber, se désolidariser. Par contre, si elle tombe, elle peut amener l'autre bâtiment dans lequel il y a Nicolas Lavigne, le plâtre Nicolas Lavigne, qui lui a été impacté par le feu et surtout par l'eau, puisqu'il a fallu arroser, et l'eau est passée dans ses bureaux. Donc lui, il a pas mal aussi de dégâts au niveau des bureaux. Voilà la situation, elle a été sécurisée. Il y a un arrêté de péril, donc il est interdit d'y aller. Parce que s'il arrive quelque chose ou si quelqu'un y va, il est pris par les gendarmes, il y va d'une amende et ainsi de suite. Donc c'est quand même contrôlé, les gendarmes passent suffisamment, donc on espère avoir des nouvelles le plus rapidement possible et avoir le pourquoi ce feu est parti. Voilà. Et surtout qu'il n'y avait personne dans les locaux. Voilà ce que j'avais à dire sur cet incident qui s'est passé et qui a monopolisé quand même pas mal de monde. Et surtout, on a dû bloquer la départementale des deux côtés et faire une petite déviation. Des gens ont compris, d'autres un peu moins, mais quand ils ont vu le feu, ils ont vite vu qu'il valait mieux faire comme ça. Voilà, la séance, il est 20h06, la séance est levée, je vous remercie de votre attention. Bonne fin de soirée.